Là. Donc on reprend le cours, là on s'est arrêté la fois dernière, donc on essaie de calculer le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique, donc un circuit fermé dans l'approximation dipolaire. C'est-à-dire on calcule le champ en un point très éloigné, très grand, donc dont la distance OM est très grande devant le diamètre du circuit. Donc c'est ça l'approximation dipolaire. Donc la fois dernière, on a établi cette intégrale en faisant le développement limité de 1 sur la norme du vecteur R moins R'. R c'est le vecteur position du point M où on veut calculer le champ magnétique et R' donc c'est le vecteur position de l'élément de courant. Donc on est arrivé à ce niveau-là. Donc on a dit que cette première intégrale et troisième sont égales à 0 parce que sinus phi' et cosinus phi' c'est des fonctions périodiques, donc elles s'annulent si on les intègre sur une période. Donc il nous reste la troisième et la dernière intégrale. Et donc la troisième intégrale, en développement cosinus phi moins phi', on obtient ces deux intégrales. Cette intégrale, elle va s'annuler aussi parce que ça donne sinus de phi', qui est une fonction périodique. Il va nous rester sinus carré de phi'. Et sinus carré de phi' en utilisant les transformations trigonométriques, donc sinus carré de phi', ça devient, donc on a 1 moins 2 sinus carré de phi' qui est égal cosinus de phi'. Donc je le rappelle ici, 1 moins 2 sinus carré de phi' égale cosinus de phi'. Donc on utilise ça et on obtient ici 1 moins cosinus de phi' sur 2 d de phi'. Donc cette intégrale va nous donner pi. Donc c'est ce qu'on obtient ici. Ici on va obtenir pi et cette intégrale elle s'annule. Donc de la même façon, la dernière intégrale ou la quatrième, donc elle va nous donner ces deux intégrales en développement cosinus phi moins phi'. Cette intégrale, donc c'est la même que tout à l'heure, elle va s'annuler, c'est sinus de phi'. Il va nous rester cette intégrale et là on utilise donc 2 cos carré de phi' moins 1 égale cosinus de phi'. Et donc l'intégrale de cosinus carré, c'est l'intégrale de 1 plus cosinus de phi' sur 2. Et cette intégrale va nous donner également pi. Donc au final, on obtient cette expression pour le vecteur potentiel au point M dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire lorsque R est très grand devant A. Alors qu'est-ce qu'on constate ici pour l'expression? Donc je rappelle, en coordonnées polaires, donc ça c'est x, y. En coordonnées polaires, vous avez ici l'angle θ, je vais l'appeler maintenant phi. Phi, pardon. Donc ça c'est R. Donc ça c'est ER. Et ça c'est E phi. Donc E phi, on peut le ramener ici. Et l'angle phi, on le retrouve ici. Donc on voit que E phi, il a comme composante dans x, y, moins sinus, donc projection sur x, moins sinus phi ex, plus cosinus phi ey. Donc c'est ce qu'on trouve ici, moins pi fois sinus phi ex plus cosinus phi ey fois pi. Et donc ça c'est le vecteur E phi. Donc c'est ce qu'on a marqué ici. Donc le vecteur potentiel, il est dirigé suivant le vecteur unitaire E phi, c'est-à-dire que si on représente le vecteur potentiel dans l'espace, donc les lignes de champ correspondant à A, c'est des cercles autour de l'axe OZ. Bien, alors maintenant on calcule le champ magnétique du dipôle. Donc bien sûr on va utiliser B égale rotationnel de A. Donc c'est ce qui est écrit ici. On remplace l'expression de A à l'intérieur de rotationnel et on obtient, donc on peut sortir les constantes.
Donc mu0 SI sur 4pi. Alors, en fait, ici, on a pi A au carré, en fait, c'est S, c'est la surface du dipôle. Donc, c'est ce qui est écrit ici comme étant S. Et donc, on va avoir rotationnel de sinus θ sur R carré E phi. Alors, pour calculer ce rotationnel, il faut utiliser forcément l'expression du rotationnel en coordonnées sphériques. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, le vecteur A, il a une seule composante suivant E phi. Donc, ici, on cherche que les composantes suivant E phi et on va avoir rotationnel de A. Alors ici, A' c'est sinus θ sur R carré, donc on oublie pour le moment les constantes. Donc on a 1 sur R sinus θ, dérivé par rapport à θ de sinus θ fois A phi prime. A phi prime c'est donc sinus θ sur R carré. Sinus θ fois A phi prime, donc c'est sinus carré de θ sur R au carré, suivant ER. A' θ c'est 0, il n'y a pas de composante suivant θ. Et là, on retrouve A' phi, donc suivant Eθ ici. Donc c'est moins 1 sur R, dérivé par rapport à R, de R fois A' phi, donc R fois sinus θ sur R carré, ça nous donne sinus θ sur R. Sur R, suivant Eθ. Alors calculons ça. On dérive ici donc sinus θ, on dérive par rapport à θ, on obtient de sinus θ cos θ sur R sinus θ. Alors ici on a R carré fois R, ça nous donne R à la puissance 3, ER. Ici on dérive, sinus θ c'est considéré comme une constante, on dérive 1 sur R, ça nous donne moins 1 sur R au carré, fois moins 1 sur R, c'est plus 1 sur R au cube, sinus θ suivant Eθ. Et donc maintenant on peut écrire B est égal, donc la constante qu'on avait, mu0 SI sur 4pi fois le rotationnel de A', c'est-à-dire cette expression. Donc là, ici, ça va avec ça. Et il nous reste, alors là, c'est R au carré. Fois R, ça nous donne 1 sur R au cube. Donc ici, il va nous rester 2 cos θ sur R au cube, suivant ER, plus sinus θ sur R au cube, Eθ. Donc c'est ça l'expression du champ magnétique créé par un dipôle dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire dans des points de l'espace très éloignés par rapport aux dimensions du dipôle. Alors maintenant qu'on a calculé le champ magnétique, on va essayer de déterminer la forme des lignes de champ. Alors comme vous savez, par définition, une ligne de champ, c'est toute courbe dans laquelle, en chacun de ces points, le champ magnétique, il est tangent. Donc si je prends ce point et je définis un élément de longueur ici, autour de ce point, donc B, il est parallèle à DL. Ça, c'est par définition. Et en chacun de ces points, en chacun des points d'une ligne de champ, on a toujours B qui est tangent en ces points. Donc, puisque B est parallèle à DL, donc l'équation d'une ligne de champ, elle va être obtenue en calculant ce produit vectoriel. Donc, B vectoriel DL égale 0, parce que B il est parallèle à DL. Donc, écrivons cette équation en coordonnées sphériques. Donc, B il a comme composante en coordonnées sphériques BR, Bθ, Bφ, vectoriel DL. Donc c'est D de R suivant ER, R dθ suivant Eθ et R sinus θ, D de phi suivant E phi. Donc là on fait juste produit vectoriel, donc ça fois ça, moins ça fois ça. Donc Bθ
R sinus θ d de phi moins R b phi de θ égale 0. La deuxième équation, b phi dr moins R dr sinus θ d de phi égale 0. Et la troisième, R dr moins bθ dr égale 0. Donc si vous développez ces calculs, vous allez avoir cette équation ici, qui est l'équation d'une ligne de champ dr sur br égale R dθ sur bθ égale R sinus θ sur b phi t de phi. Donc si on applique ça dans notre cas, le champ magnétique il a deux composantes, une suivant R et une suivant θ. Il n'a pas de composante suivant phi. Donc dans l'équation de ligne de champ, cette troisième partie ne va pas intervenir, puisque B de phi est égal à 0. Il n'y a pas de composante de B suivant phi. Donc on va écrire D de R sur B de R est égal à R dθ sur bθ. C'est quoi B de R? Je reviens sur l'expression du champ magnétique. B de R, donc c'est la composante suivant R. Donc c'est mu 0 S I sur 4pi R au cube fois 2 cos θ. Et la composante suivante θ, c'est mu 0 SI sur 4pi R au cube sinus θ. B de phi égale 0 bien sûr. Donc on remplace ici, on va avoir B de R sur mu 0 SI sur 4pi R au cube sinus θ. Et donc ça c'est égal à R dθ sur bθ. Alors ici je me suis trompé, c'est 2 cos θ. C'est BR. Et là c'est mu 0 SI sur 4pi R au cube sinus θ. Donc ce facteur, on va le simplifier, il va nous rester D de R sur 2 cos θ qui est égal à R dθ sur sinus θ. Donc tout ce qui est θ, je le mets de côté, R de l'autre côté, on va avoir D de R sur R est égal à 2 cos θ sur sinus θ et θ. Donc c'est ça l'équation d'une ligne de champ du dipôle et qu'on va devoir intégrer. Alors pour intégrer cette équation, si je considère une ligne de champ et je prends un point que je vais appeler M0, défini par R0, θ0, donc un point fixe, mais je peux le choisir de façon arbitraire, comme je veux. Donc je vais prendre ce point et je vais intégrer à partir de ce point vers un autre point M défini par Rθ. Rθ donc des variables, mais M0 c'est une constante. R0 et θ0, donc M0 c'est une constante, c'est un point fixe. Donc j'intègre D de R sur R entre R0 et R égale 2 cos θ sur sin θ entre θ0 et θ.
ça nous donne log de R sur R0. Donc c'est log de R entre R et R0, ça vous donne ça. C'est égal à 2. Alors ça, cos c'est sinus prime, donc ici c'est sinus prime sur sinus θ. Lorsque vous l'intégrez, vous obtenez log de sinus θ. Il faut mettre valeur absolue ici. Sinon le log n'est pas défini. Alors attention sur sinus θ0. Donc ça vous donne. Alors log de sinus θ sur sinus θ0 en valeur absolue, le 2 vous pouvez le rentrer, ça vous donne le carré. Donc on obtient R sur R0 sinus θ au carré sur sinus θ0 au carré. J'ai enlevé la valeur absolue parce que puisqu'il y a le carré, on peut enlever la valeur absolue. Donc ça vous donne l'équation polaire qui correspond à une ligne de champ magnétique. Ça c'est égal à R0 sur sinus carré de θ0 fois sinus carré de θ. Donc R0 sur sinus carré de θ0, c'est une constante. Donc je peux encore écrire cette équation sous la forme K, K0, sinus carré de θ. Donc K0 c'est R0 sur 2 sinus carré de θ0. Donc puisque ce point M0, je peux le choisir de manière aléatoire, arbitraire, donc K0 c'est une constante qui va appartenir à R. Et donc on change en K, on change de ligne de champ, il y a une infinité de lignes de champ possibles. Alors l'objectif maintenant ça va être d'étudier cette ligne de champ. Alors, si on veut connaître la forme de cette ligne de champ, il faut étudier la fonction polaire R de θ égale K0 sinus carré de θ. Donc il faut calculer la dérivée, etc. et voir comment varie le signe de la dérivée. Donc la dérivée, donc ça va vous donner 2 K sinus de θ. Et cette fonction, elle est positive si θ appartient donc à l'intervalle 0π sur 2. Et elle est négative si θ appartient à π sur 2, entre π sur 2 et π. Alors, on constate aussi que, quel que soit θ, R de moins θ est égal à R de θ. Donc ça reste vrai, quel que soit θ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous reprenez donc la définition de l'angle θ, c'est l'angle entre le point M et l'axe Z. Plutôt entre le vecteur OM et l'axe Z. Donc, supposons que ça c'est la courbe qui correspond à les lignes de champ. Ça veut dire que pour chaque point ici, par exemple ce point et ce point, ça c'est θ et ça c'est θ', si je prends R moins θ, cette distance, donc R de θ est égale à R de moins θ. Et R de θ' est égale aussi à R moins θ'. Donc cette distance est égale à cette distance est égale à cette distance. Cette distance c'est R. Ça veut dire que la courbe que je vais avoir ici, c'est la symétrique de cette courbe par rapport à l'axe Z. Donc c'est ça ce que ça veut dire que R de moins θ est égal à R de θ, c'est-à-dire on a une fonction paire par rapport à θ. Ça veut dire que la courbe ou la ligne de champ que je vais avoir du côté des θ positifs, de l'autre côté, donc par rapport à Z, du côté des θ négatifs, c'est juste la symétrique de cette courbe. Donc on trace la courbe pour les valeurs de θ positives et on va en déduire la courbe par symétrie par rapport à l'axe Z. Donc c'est ce qui est écrit ici, R de moins θ égale R de θ, ça veut dire que les courbes des lignes de champ sont symétriques par rapport à l'axe Z.
Alors pour les courbes polaires, si on étudie R' de θ égale 0, ceci est vrai pour θ égale 0 ou θ égale pi sur 2. Donc R de θ égale pi sur 2, c'est différent de 0. Mais R de θ égale 0, c'est 0. Donc là, on ne peut rien dire, mais là, d'après les règles des courbes polaires, si la dérivée s'annule et qu'en un point, et que la fonction ne s'annule pas en ce point, dans ce cas, donc en θ égale pi sur 2, on va avoir une tangente orthoradiale. Qu'est-ce que ça veut dire orthoradial? C'est-à-dire parallèle au dirigé suivant le vecteur Eθ. Orthoradial, ça veut dire perpendiculaire au rayon, c'est-à-dire au vecteur ER. Donc c'est suivant Eθ. Donc maintenant on peut dessiner la ligne de champ. Donc dans le plan, le champ magnétique appartient au plan formé par ER et Eθ. Donc on prend ce plan. Ça c'est l'axe Z. Cette direction elle est donnée par la projection du point M dans le plan. Là on a l'axe, là on a l'angle entre le point M et l'axe Z, c'est θ. Donc pour θ égale 0, R de θ égale 0, c'est 0. Donc ça c'est θ égale 0. Ça c'est θ égale pi sur 2. Donc entre 0 et pi sur 2, R' elle est positive, donc la fonction elle est croissante. Et là, en R, pour θ égale pi sur 2, on a dit on a une tangente orthoradiale, c'est-à-dire suivant Eθ. D'abord la fonction ER, le vecteur ER, pardon, ici il est dirigé donc, suivant cette direction, et Eθ il est dirigé suivant cette direction. Donc on va avoir une tangente dans cette direction. Donc je vais tracer cette tangente. Là c'est la tangente orthoradiale, donc dirigée suivant Eθ. En ce point. Et ER il est dirigé comme ceci. Donc là la fonction elle va croître. Là elle a une tangente. Donc voilà la ligne de champ entre θ égale 0 et pi sur 2. Et entre θ égale pi sur 2 et θ égale pi, donc là on revient à θ égale pi, la ligne de champ va décroître, elle est décroissante. Donc vous pouvez le remarquer si vous prenez un point ici et un point ici. Donc ici θ elle a augmenté et R aussi elle a augmenté parce que R de θ est croissante. De ce côté-là c'est l'inverse. Si vous prenez un point ici qui correspond à ce θ, vous augmentez θ, donc vous arrivez jusque là, vous voyez R il diminue parce que entre θ égale pi sur 2 et θ égale pi, la fonction R de θ elle est décroissante. Donc là on a tracé la ligne de champ dans l'intervalle entre l'intervalle θ égale 0 et pi, et pour avoir la forme de la ligne de champ de ce côté, c'est-à-dire les θ négatifs, il suffit de faire la symétrique parce qu'on a dit que R de moins θ égale R de θ. Donc si on fait la symétrique de la courbe, on va avoir ça. Voilà, donc ça c'est la forme des lignes de champ. Donc on a une infinité de lignes de champ, donc si je veux tracer d'autres lignes de champ, il suffit que je trace la même forme. Et chaque ligne de champ correspond à une constante C donnée. Donc ce que je viens d'expliquer ici, il est expliqué ici aussi dans les transparents. Donc ça c'est le plan dans lequel on trace la ligne de champ, c'est le plan formé par le vecteur ER et Eθ, parce que le champ magnétique il a des composantes suivant ER et Eθ seulement, il n'a pas de composantes suivant φ.
Donc, on travaille seulement dans ce plan. Et donc, on a tracé, comme je l'ai fait ici au départ, entre θ égale 0 et θ égale pi sur 2. C'est ça la forme de la ligne de champ. Ici, donc, elle est croissante et entre θ égale pi sur 2 et pi, elle est décroissante. Et ensuite, on fait la symétrique par rapport à z, parce que r de moins θ égale r de θ. Et on obtient la forme des lignes de champ. Et on a une infinité de lignes de champ, bien sûr. Chaque ligne de champ correspond à une constante. Alors, une remarque ici par rapport à phi, puisque le champ magnétique ne dépend pas de phi, alors si on veut connaître la forme des lignes de champ lorsque phi change, bah forcément la forme des lignes de champ ne va pas changer. Le champ magnétique il est invariant par rapport à phi. Donc lorsqu'on tourne autour de l'axe Z, donc on change l'angle phi, la forme des lignes de champ elle va rester telle qu'elle, comme celle qu'on vient de tracer ici. Exemple, donc ici c'est le champ magnétique créé par un circuit fermé. Et donc la forme des dipôles qu'on a déterminée, ça correspond aux lignes de champ qui sont loin devant le dipôle. Vous voyez, lorsqu'on tourne autour de l'axe Z, la forme des lignes de champ reste la même, parce que le champ magnétique ne dépend pas de phi. Alors un autre exemple de la vie courante, c'est le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre au niveau de la surface de la Terre, il a une structure qui correspond à un champ dipolaire. Donc on pense qu'au centre de la Terre, actuellement on pense qu'on a un corps solide formé d'un mélange de fer et de nickel, qui sont des métaux. Et autour de ce centre, on a le même mélange mais liquide. Donc là liquide et au centre ici solide. Et on pense qu'au centre, la température est plus élevée, T2 ici T1, donc T2 plus élevé que T1. Et donc ce qui va se passer ici, c'est que le liquide qui se trouve du côté du solide, donc il va être plus chaud que ce liquide. Donc ce liquide, il va être chauffé, et à cause de ça, donc sa densité va diminuer, et il va monter vers la surface donc, extérieure de ce liquide. Donc à ce niveau-là, il va refroidir, donc il va redevenir plus dense, plus lourd, et il va redescendre. Donc ça c'est le phénomène qu'on appelle convection en thermodynamique. Donc cette convection, elle prend lieu partout, au niveau du liquide. Et puisque là on a, donc au niveau du liquide, on a un mélange fer-liquide, donc le fer et le liquide c'est des métaux, et dans les métaux, on a des charges libres. Donc ce liquide-là qui est en mouvement de convection, dans son mouvement, les charges aussi sont en mouvement, donc suivant la même courbe. Donc ces charges qui sont en mouvement, suivant des cercles fermés, on peut les considérer comme des dipôles lorsqu'on est à la surface de la Terre. Parce qu'à la surface de la Terre, on est très loin de ces dipôles, et les dimensions sont très grandes, donc le rayon de la Terre il est très grand devant les dimensions de ces cercles de courant. Et donc au niveau de la surface de la Terre, le champ magnétique, on peut considérer qu'il est créé par des dipôles qui se trouvent au centre. Et donc sa forme, elle correspond à la forme des lignes de champ qu'on vient de tracer juste avant. Si on s'éloigne de la surface de la Terre, cette forme dipolaire, elle est déformée à cause d'autres effets extérieurs, l'influence du Soleil, etc. Alors maintenant, on va passer à une nouvelle section qui concerne le travail et l'énergie potentielle. Donc on va essayer de définir l'énergie potentielle dans cette section, potentiel magnétique, mais d'abord on va regarder la forme du travail de la force magnétique dans cette section. Donc on considère ici, donc ici à droite, un élément de courant, IDR, donc qui est en mouvement avec une vitesse V, et il va se déplacer un déplacement élémentaire d de n. Alors si on applique un champ magnétique extérieur dans cette région où se trouve cet élément de courant,
Donc cet élément de courant, il va ressentir, comme vous le savez, la force magnétique élémentaire. L'expression de cette force, elle est donnée par la théorie de Laplace qu'on a vue. Donc c'est I dr, l'élément de courant, vectoriel B, extérieur, le champ magnétique appliqué. Donc ça c'est la forme de la force de Laplace subie par cet élément de courant. Donc on suppose que l'élément de circuit, donc l'élément de courant se déplace avec une vitesse V, donc durant une durée dt. Donc ici on a dl qui est égal à v dt. Alors puisque cet élément de courant se déplace et il subit une force, donc cette force elle va effectuer un travail forcément. Et ce travail par définition, il est donné par donc, le travail élémentaire de la force magnétique lorsque l'élément de courant se déplace, un déplacement élémentaire d de L, c'est par définition la force fois le déplacement élémentaire, donc df d de L. C'est-à-dire, c'est I dr vectoriel B extérieur scalaire d de L. Alors, je vous rappelle que si vous avez un produit vectoriel scalaire, un vecteur, on appelle ça un produit mixte. Donc, on peut changer la place des vecteurs sans changer le signe si on fait une permutation circulaire. Donc, si on déplace A vers B et B vers C et C vers A, donc là on fait une permutation circulaire. Dans ce cas, le signe reste positif. Donc on obtient ici, donc A je la ramène au niveau de B et C au niveau de A. Donc c'est C vectoriel A scalaire B. Donc si on applique la même chose ici, on obtient plus, donc je ramène dr ici, b ici et dl ici. Donc on obtient plus i d de l vectoriel d de r scalaire b extérieur. Alors qu'est-ce que c'est dl vectoriel d de r? Pour comprendre ça, je vais redessiner l'élément de courant et son déplacement élémentaire. Donc ça c'est l'élément de courant, et ça c'est le déplacement. Donc ça c'est l'élément, je vais tracer juste l'élément du circuit D de R, et ça c'est D de L. Donc si vous faites dl vectoriel D de R, ça vous donne le vecteur surface, un vecteur surface, et la surface correspondante, c'est la surface formée par D de L et D de R. Donc, si j'appelle cette surface D carré de S, donc D de L est égal, vectoriel, pardon, D de R, ça donne D carré de D de S. Alors, comment il est dirigé dans ce cas-là précis D de S? Vous utilisez la règle de la main droite. Donc, D de L, vous le ramenez vers D de R. Donc, ça, c'est D de L. Vous le ramenez vers D de R. Donc, ça, c'est D de R, D de L. Vous faites D de L vectoriel D de R, ça vous donne le vecteur D carré de S. Donc, dans ce cas, il va être dirigé, il est perpendiculaire au tableau, il va être dirigé vers l'extérieur du tableau. Donc c'est ça D carré de S dans ce cas. Donc D de L vectoriel D de R, ça correspond au vecteur surface, et cette surface c'est la surface formée par D de L et D de R. Alors cette surface on l'appelle aussi la surface, parfois la surface balayée.
C'est-à-dire, elle correspond, lorsque D de R se déplace, ça c'est D de R, l'élément de courant ou l'élément du circuit D de R, lorsqu'il se déplace, il balaye cette surface. Donc c'est pour ça qu'on dit surface balayée. Donc D de R, lorsqu'il se déplace, c'est comme si il de la surface, donc il balaye cette surface, formée par D de L et D de S. Donc on remplace dans l'expression du travail, on obtient donc I D carré de S, B, surface balayée, balayée par l'élément de courant lors de son déplacement. Il est dessiné ici, scalaire B. Alors ça, bien sûr, c'est un flux, ça correspond à un flux. Donc ça, c'est le flux du champ magnétique extérieur à travers cette surface balayée. Donc on va écrire ça sous la forme I delta carré phi C ou phi B. Alors phi C parce que parfois on l'appelle ça flux coupé. Pourquoi on l'appelle flux coupé? Parce que imaginez donc l'élément de courant se déplacer avec le déplacement élémentaire. Lorsqu'il se déplace, s'il y a un champ magnétique qui traverse cette surface, l'élément de courant D de R, il coupe les lignes de champ magnétique et c'est pour ça qu'on l'appelle flux coupé. Bien. Donc maintenant, si on intègre, donc si on a un circuit filiforme fini et non pas élémentaire, donc on intègre juste le travail élémentaire delta carré W qu'on vient de déterminer sur tout le circuit, c'est-à-dire on fait la somme des travails des forces magnétiques qui s'exercent sur tous les éléments de courant et donc on obtient, donc ici on sort I et B. Donc le même raisonnement s'applique si on a un circuit fermé qui se déplace dans un champ magnétique extérieur. Donc ici ce circuit se trouve à l'instant T dans cette position et ici c'est après le déplacement élémentaire, l'instant T plus delta T. Donc cet élément de courant que je représente ici, donc D de R, à l'instant T, lorsque ce circuit se déplace, il va balayer cette surface. Donc ça c'est D de R. Et le déplacement élémentaire ici c'est D de L. Et donc la surface balayée c'est D de L, comme on a vu tout à l'heure, vectorielle D de R. Et le travail élémentaire de la force magnétique qui s'exerce sur cet élément de courant, donc c'est I B D carré de S balayé. Et D carré de S balayé, c'est cette quantité. Donc ici, si je veux connaître la direction de ce vecteur, on fait la règle de la main droite, ça c'est D de L, vectoriel D de R, ça me donne cette direction. Donc ça c'est D carré D de S. B. Et pour calculer le travail total de la force magnétique qui s'exerce sur tout le circuit, donc on fait l'intégrale. Donc sur tout le circuit, donc c'est-à-dire on fait la somme des travails de la force magnétique qui s'exerce sur tous les éléments de courant du circuit. Alors juste une remarque ici par rapport à un cas particulier pour illustrer la surface balayée. Si on a un circuit circulaire et qui se déplace en ligne droite, donc il se retrouve à l'état final ici. Donc la surface balayée, si je prends un élément de circuit, c'est celle-là. L'élément de courant à côté, il balaye cette surface. Donc la surface balayée par tous les éléments de circuit, c'est cette surface que je dessine. Donc ça correspond à la surface latérale d'un cylindre dans ce cas particulier. Donc dans ce cas particulier, la surface balayée, elle est simple à calculer. Mais si on a un déplacement courbé plus compliqué, dans ce cas, le calcul va être plus compliqué. Mais on va voir dans un instant comment on va simplifier ce calcul. Donc ici, on arrive au théorème de Maxwell qui nous dit à partir de ces résultats
que lorsqu'un circuit électrique parcouru par un courant se déplace dans un champ magnétique extérieur, les forces magnétiques vont effectuer un travail, et ce travail il est donné. Donc si le circuit se déplace, un déplacement d'un point A vers un point B, le travail de ces forces est donné par le courant fois le flux coupé ou le flux balayé. Donc le flux du champ magnétique à travers la surface balayée, comme on a vu. Donc ici on va voir, en utilisant le concept de conservation de champ magnétique, comment on va simplifier cette relation de Maxwell et montrer que le flux coupé, donc qui peut être parfois compliqué à calculer, on va le remplacer par une simple variation de flux. Donc pour faire ça, on considère ce circuit ici, qui se trouve à la position 1. Donc ce circuit, c'est un circuit fermé parcouru par le courant I, ici, donc qui va dans ce sens. Donc, et il effectue un déplacement, vous voyez, un peu courbé. Donc on est dans le cas général, un déplacement quelconque. Il se retrouve à la position 2, donc à la fin du déplacement. Donc ici, on peut appliquer la conservation du champ magnétique à travers la surface fermée formée par S1. Donc S1, je vais redessiner ici. S1, c'est la surface délimitée par le circuit, donc par le circuit fermé considéré, mais à la position 1. Donc lorsque le circuit se déplace, il se retrouve à la position finale. Donc ici on va appeler cette surface, en fait S2 est égal à S1, mais le vecteur et la direction, donc le vecteur S1 c'est lui qui est différent du vecteur S2, mais S1 la norme donc est égal à S2 puisque c'est le même circuit. Donc ici on a toujours le courant qui est dirigé dans le même sens. Donc la surface sigma formée par S1 union S2 union cette surface ici représentée en gris, c'est quoi cette surface? Ça c'est la surface balayée par tout le circuit lorsqu'il se déplace. Donc si vous considérez un élément de courant, il balaye cette surface. L'autre élément de courant à côté, cette surface, et l'ensemble du circuit, il balaye la surface dessinée ici en gris. Et cette surface, on l'appelle SC ou SB, donc ici on l'appelle SC. Et donc ça, c'est une surface fermée. Et on a vu que le théorème de conservation du champ magnétique, il nous dit que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée, c'est égal à 0. Donc le flux de B à travers sigma est égal à 0. Et ce flux, donc c'est, si je le décompose, c'est BDS à travers S1 plus à travers S2 plus le flux à travers SC. Alors ici, pour arriver au résultat qu'on cherche, on va adopter un signe, une convention de signe. Puisqu'on est dans le cas général, on ne sait pas si le champ magnétique il va dans cette direction, donc on ne connaît pas le sens du produit scalaire à travers S1, est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc on va adopter une convention de signe pour arriver au résultat qu'on cherche. Donc si je prends la position 1 et j'applique la règle de la main droite, et donc je considère le sens du courant comme étant le sens positif, donc le sens positif, la règle de la main droite me dit qu'il est dirigé vers cette direction. Donc EN1, le vecteur EN1 ici me donne le sens positif si je choisis le sens du courant comme étant le sens positif. Donc là j'oriente la surface S1.
Mais maintenant, si je reviens à la surface fermée, donc S1 union S2 union SC, dans ce cas, la normale à la surface, elle est toujours dirigée. Donc si je considère tout ça comme une surface fermée, si je prends ce point-là, la normale à la surface, elle est dirigée vers l'extérieur toujours. Mais en réalité, ça, ce n'est pas une vraie surface fermée. Donc on a juste un circuit qui se déplace. La surface en gris, c'est une surface imaginaire. C'est la surface qu'on dit balayée. Donc, on considère la normale à la surface au niveau de S1 vers l'extérieur et on la compare avec le sens positif qu'on a choisi, donc suivant le sens du courant. Donc dans cette position, N extérieur est dirigé dans le même sens que ENA qui nous donne le sens positif. Donc on va considérer le flux à travers S1 dans cette position comme positif. Et le flux à travers S2, donc dans la position 2, donc le courant il est toujours dirigé dans le même sens, donc il nous donne le sens positif vers l'intérieur, donc dans cette position, mais N extérieur, si on considère la surface comme fermée, il est toujours dirigé vers l'extérieur, donc il est dirigé dans le sens inverse. Donc puisque N extérieur à la position 2 et la normale donnée par le sens du courant sont de sens opposé, donc le flux dans la position 2, on va le considérer comme négatif. Et le flux à travers la surface imaginaire balayée, donc c'est un flux, on ne lui donne pas de signe, c'est un flux donc qui peut être positif ou négatif, comme les autres flux d'ailleurs. Donc on va écrire le flux total à travers la surface fermée qui est égal à 0 est égal, donc pour le flux à travers S1 on va mettre plus Φ1, pour le flux à travers S2 moins Φ2, et plus Φc qui peut être positif ou négatif, tout ça est égal à 0. Et donc on voit que Φc, le flux du champ magnétique à travers la surface balayée, est égal à Φ2 moins Φ1, c'est-à-dire delta Φ, ou c'est-à-dire le flux à travers le circuit à l'état final après le déplacement, moins le flux à travers le circuit à l'état initial. Donc le flux coupé qui peut être compliqué à calculer, si on utilise l'intégrale, donc le flux du champ magnétique à travers la surface balayée, est remplacé par une simple variation de flux entre l'instant initial et l'instant final à travers le circuit fermé qu'on est en train d'étudier. Et donc ça va simplifier énormément le calcul du flux coupé. Très bien. Donc maintenant, on va essayer, puisqu'on a défini le travail de la force magnétique, on va essayer de voir si on peut définir une énergie potentielle reliée à ce travail. Donc lorsqu'un circuit se déplace, ici on s'intéresse, on considère que les cas où on ne considère pas de frottement. Il n'y a pas de frottement, on néglige le frottement lorsqu'un circuit se déplace. Donc dans ce cas, l'énergie totale associée au circuit, donc EM égale à EC, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, même si on n'a pas encore défini cette énergie potentielle, est constante. Ne change pas lorsque le circuit se déplace. C'est une constante du mouvement. Donc D de EM est égal à 0. C'est-à-dire D de EC est égal à moins de D de EP. Et ça, c'est lorsqu'on a un déplacement élémentaire du circuit. Donc, vous savez que la variation élémentaire de l'énergie cinétique, elle est égale au travail des forces extérieures qui s'appliquent sur le circuit. Alors ici, on néglige le poids du circuit, on considère que le travail, donc, que la force magnétique, et donc que le travail de la force magnétique. Donc, la variation de l'énergie cinétique va être égale à delta W de la force magnétique. Et ça, c'est égal à moins de D2. Et ça, on a vu que c'est égal à I fois le flux coupé. Mais le flux coupé, on vient de démontrer qu'on peut le remplacer par une variation de flux. Donc c'est I fois D de phi.
Donc on arrive à ce résultat final. D de EP égale à moins I D de phi. Donc si on intègre, on obtient EP égale moins I fois phi, plus une constante. Mais si on considère que l'énergie potentielle s'annule à l'infini, et à l'infini il n'y a pas de champ magnétique, le flux est égal à 0, donc C va être choisi comme étant nul. Et donc à partir du travail de la force magnétique et de cette relation qu'on a démontrée, on arrive donc à définir une énergie potentielle associée à un circuit, lorsque un circuit fermé, parcouru par un courant et traversé par un flux magnétique. Donc il est donné par moins I, le courant, fois ce flux. Donc EP est égal à moins I fois phi. Donc moins I fois le flux du champ magnétique à travers le circuit. S c'est la surface enfermée par le circuit. Si le champ magnétique est uniforme, ou si on est dans le cas on étudie un dipôle, c'est-à-dire un dipôle, donc si on a un dipôle, donc on étudie ses effets à des distances très grandes devant ces dimensions. Dans ce cas, le champ magnétique à travers le dipôle, si je prends 2 points, le champ magnétique ne va pas trop varier à l'intérieur de ce dipôle. Et donc il va être à peu près constant. Donc de cette intégrale BDS, ça c'est la surface donc, de ce dipôle, je peux sortir B de la surface, et donc on obtient BS. Et dans ce cas, l'énergie potentielle, donc associée à un dipôle, elle va devenir moins I. Donc ce flux va être B scalaire S et I scalaire S. Donc I fois S plutôt, scalaire B. Donc ça nous donne le moment du dipôle magnétique. Donc si on a un dipôle magnétique, l'énergie potentielle dans ce cas, elle va être définie par cette expression, moins scalaire du champ magnétique fois le moment dipolaire magnétique M. Mais si on n'a pas d'approximation dipolaire, si on n'est pas dans l'approximation dipolaire, dans ce cas, il faut calculer le flux directement. Bien, alors on passe à cette section. Donc c'est la dernière section de ce chapitre, donc qui concerne l'interaction de plusieurs circuits filiformes entre eux. Cette section elle a pour objectif ou pour but de définir certains coefficients qu'on va utiliser par la suite, et surtout aussi qu'on va utiliser pour définir l'énergie d'interaction magnétique entre deux ou plusieurs dipôles, plusieurs circuits fermés. Donc considérons ici n circuits, donc K varie entre 1 et n. Chaque circuit il est parcouru par un courant IK, et K donc varie entre 1 et n. Et considérons l'action magnétique d'un circuit parmi ces circuits CK sur un circuit CJ. Donc cette action magnétique, elle peut être caractérisée soit par le potentiel vecteur et puis par le champ magnétique, soit on calcule directement le champ magnétique. Donc si on calcule d'abord le potentiel vecteur, donc la loi de Biot-Savart nous dit le potentiel vecteur au point M ici qui appartient au circuit, à la surface du circuit CJ, donc ça c'est égal à mu0 sur 4pi I. Donc l'élément de courant qui crée ce potentiel vecteur, donc cet élément de courant appartient au circuit CK, donc c'est I dLK sur la distance entre cet élément de courant et le point M. Donc c'est RK. Voilà, donc ça c'est l'expression du potentiel vecteur. Et le potentiel vecteur total, donc c'est l'intégrale. mu0 sur 4pi, intégrale. Et là j'intègre sur tous les éléments de courant du circuit. C'est IK ici, IK dLK sur RK. Et donc à partir de là, je peux calculer, alors ça c'est AK,
peux calculer le champ magnétique en utilisant le rotationnel de AK au point M. Si je veux calculer le champ total créé par tous les circuits au point M, y compris le circuit CJ, il suffit de faire la somme. Donc le potentiel A au point M, donc c'est la somme des AK, K variant de 1 jusqu'à N. Et ensuite on peut utiliser B égale rotationnel de A. Alors si on s'intéresse maintenant au flux créé par le circuit K à travers J, à travers le circuit J. Donc ça c'est le champ magnétique créé par le circuit K au point M, et on va définir où est-ce que se trouve point M, scalaire dsj.m. Là c'est SJ. Alors je redessine le circuit CK et le circuit CJ. Donc le champ magnétique créé par tout le circuit CK, puisqu'on calcule le flux, c'est le flux qui traverse la surface enfermée par le circuit CJ. Donc on a besoin de définir une surface élémentaire, c'est cette surface-là, autour d'un point M, ça c'est le point M, et ce vecteur, le vecteur DSJ, donc c'est le vecteur perpendiculaire à cette surface DSJ, et donc qui va être orienté dans un sens ou dans l'autre, ça dépend de la convention qu'on a choisie. Donc si on choisit ici, si le courant il est dirigé plutôt dans le sens inverse, dans ce sens, et qu'on utilise la règle de la main droite, le sens positif est suivant cette direction. Donc dans ce cas, le vecteur DSJ autour du point M, il est dirigé comme ceci. Et le champ magnétique il peut être dans n'importe quelle direction à travers le point M. Voilà, donc ça c'est le flux créé par le circuit K à travers J. Alors ici on peut utiliser, au lieu du champ magnétique, on peut utiliser bien sûr le potentiel vecteur. Donc on va avoir rotationnel de A, K au point M, DSJ. Ça c'est SJ. Alors là vous savez, vous connaissez le théorème de Stokes, vous l'avez déjà vu. Le théorème de Stokes, on peut l'utiliser ici. Donc le théorème de Stokes, qu'est-ce qu'il nous dit? Un petit rappel. Donc si vous avez une surface quelconque qui s'appuie sur un contour gamma, ça c'est une surface S, et vous avez un champ de vecteur qui traverse cette surface. Donc ce champ de vecteur, ça peut être le champ magnétique par exemple, ou potentiel vecteur, n'importe quel champ de vecteur qu'on va appeler A ici. Donc le théorème de Stokes nous dit que rotationnel de A, le flux du rotationnel de A à travers cette surface S est égal à la circulation du vecteur A à travers le contour sur lequel s'appuie la surface. Donc A scalaire dl autour à travers gamma. Donc dl ici c'est un élément donc de ce contour. dl, et A scalaire dl, donc A il est calculé, A scalaire dl est calculé autour, donc au centre de cet élément d de l. Donc le potentiel, ici plutôt le vecteur A, donc quelle que soit sa direction, A scalaire dl doit être calculé au point qui se trouve au centre de cet élément dl. Et on intègre sur tout le contour. Donc ça c'est le théorème de Stokes. Alors bien sûr on peut appliquer donc cette relation entre cette surface qui s'appuie sur le contour, ou l'autre possibilité, c'est la même chose, je prends toujours le même contour et là j'applique le théorème de Stokes entre la surface
délimitée par le contour gamma. Cette surface, elle aussi, elle s'appuie sur le contour en quelque sorte. Et le contour gamma, donc là aussi, on va avoir rotationnel de A égale circulation de A donc la surface S, soit c'est la surface délimitée par le contour, soit c'est la surface qui s'appuie sur ce contour. Donc le théorème de Stokes peut être appliqué entre les deux types de surfaces et le contour gamma. Donc si on revient dans notre situation, donc on applique ici le théorème de Stokes entre la surface, donc la surface SJ du circuit CJ. Et donc on va appliquer le théorème de Stokes entre cette surface et le contour délimité qui délimite SJ. Et donc on va écrire rotationnel de A donc ici à travers SJ est égal à la circulation de A, mais attention là c'est M', donc c'est un point, on passe donc du flux à travers la surface à la circulation calculée au niveau du point du contour. Donc ici si je prends un élément dLj, ça c'est M', le centre de cet élément, et on calcule A scalaire dLj, et on intègre, donc on calcule, on somme sur ce produit scalaire sur tout le contour. Et ça c'est donc CJ. Et donc on obtient cette relation. Alors attention là c'est AK, c'est le potentiel vecteur créé par le circuit CK. Donc on remplace, en utilisant le théorème de Stokes, cela nous permet de calculer le flux créé par le circuit K à travers le circuit J en utilisant un produit simple, une intégrale simple sur le contour au lieu de calculer un flux qui peut être plus compliqué. Alors si on veut calculer la somme maintenant, le flux J qui traverse le circuit J créé par tous les autres circuits, donc il suffit de calculer la somme. K varie de 1 jusqu'à n, phi de K à travers J. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc on remplace cette somme, on calcule cette somme. Et maintenant si vous remplacez AK par son expression, donc AK au point M', AK c'est le potentiel vecteur créé par le circuit CK, donc c'est mu0 sur 4pi IK dLk sur R. Alors RK ici c'est la distance, donc on calcule le potentiel vecteur au point M', donc la distance entre l'élément de courant dLk et le point où on calcule, mais on somme sur tous les éléments de courant. Et donc ça nous donne le potentiel total, le potentiel vecteur total AK au point M'. Et on obtient cette expression. Donc si je réécris cette expression ici, je vais avoir, ou plutôt, avant de réécrire cette expression, je vais écrire juste, je vais réécrire phi K à travers J, donc en utilisant l'intégrale de AK, donc on va avoir mu0 sur 4pi, intégrale, la première intégrale c'est sur CJ, la deuxième intégrale c'est sur CK, deuxième intégrale, et ici dLk dLj sur RK. En fait RK, donc je rappelle, c'est la distance entre l'élément dLk et l'élément dLj. Je vais mettre ça entre parenthèses et ici je vais avoir le courant IK. Alors
cette double intégrale, on va l'appeler MKJ. Et MKJ, c'est un coefficient qu'on définit et qu'on va appeler coefficient d'inductance mutuelle. Voilà. Donc ça caractérise l'interaction magnétique entre le circuit K et le circuit J. Et donc maintenant, si je veux calculer le flux total, phi J, c'est avec cette nouvelle définition. Donc c'est MKJ IK. Voilà. Effectivement, donc c'est ce que donc le coefficient d'inductance, c'est ce qu'on vient de définir. Alors, quelques remarques. Lorsque K est différent de J, donc justement c'est dans ce cas qu'on parle de coefficient d'inductance mutuelle ou d'interaction entre circuit K et circuit J. Mais si K est égal à J, c'est-à-dire dans ce cas, on va obtenir le flux créé par le circuit CJ à travers lui-même.